bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous et d'avoir répondu à vos sollicitations. Alors, je vais vous dire pourquoi je suis très content. Et pourquoi je suis intéressé d'être devant vous. Sachant que le thème que je dois développer devant vous, c'est RSE égale levier de performance. Vous allez dire, on va vous dire des trucs qu'on a déjà vus, etc. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer qu'on réfléchisse ensemble à des sujets, à ce que l'on constate, nous, au sein de BPI-France, à travers les entreprises, la texture des entreprises, et qu'on partage ces sujets. Et à la fin, vous en déduirez si ce sont des leviers de performance ou pas. Alors, pourquoi je suis intéressé? On va commencer déjà dans le dur. C'est ce que vous représentez. C'est votre industrie. C'est tout ce qui a trait à l'industrie des carrières, tout ce qui a trait aux matériaux de construction, etc., c'est-à-dire la filière. Vous allez voir où on va en venir. Donc, ça, c'est juste fondamental. Pourquoi? C'est la filière amont du BTP, mais pas que. Ça veut dire que c'est l'automobile, c'est l'aéronautique, c'est la cosmétique, c'est la tech, etc. Donc là, il y a un enjeu, mais majeur, économique, de votre positionnement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la diversité de vos entreprises en termes de taille. Alors, nous, BPI-France, on y est extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que, vous savez, on travaille avec les très petits, de la start-up TPE jusqu'au plus grand groupe français. Et vous représentez cet écosystème, c'est-à-dire que dans votre fédération, j'ai pu comprendre que 90% des entreprises, c'était des TPE-PME. Il y avait quelques très grands groupes également. Donc, vous êtes dans une texture d'entreprise qui nous parle, qui nous cause, et sur lequel, effectivement, il y a des enjeux. Vous cochez la case de l'ancrage territorial. Vos activités de proximité sont extrêmement fortes, et donc, c'est un élément important au regard des enjeux de la performance, et notamment des enjeux tout court sur le territoire. Donc, vous couvrez le territoire et vous avez des enjeux d'ancrage territoriaux qui sont aussi pour nous extrêmement importants. Je ne suis pas là pour vous parler de BPI-France, mais tout ça résonne beaucoup pour nous, naturellement. Il y a aussi la démarche que vous avez mise en œuvre, la démarche collective, la démarche de progrès, dans le cadre des chartes RSE, chartes de l'environnement engagé, etc., qui est dans une logique d'accompagnement, d'axe de progrès. C'est d'essayer avec des cas référentiels, avec, je dirais, des canevas simples, pragmatiques, d'essayer de mettre en œuvre des plans d'action et de progresser. Alors, ça, ce sont les principales raisons qui font que voilà, je suis dans vous aujourd'hui. Parce que ça me parle, ça m'intéresse et envie d'en savoir plus et peut-être par la suite de faire autre chose. Donc vous êtes frontalement sur les grands enjeux d'aujourd'hui. Les défis environnementaux, tout ce qui a trait à la transition écologique et énergétique, les grandes problématiques de la biodiversité. Vous savez que c'est l'année de la biodiversité, ça a été décalé, le Congrès mondial de la nature, etc. la COP. Vous êtes en première ligne sur ces très grands enjeux. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas seulement observé, vous êtes scruté. C'est-à-dire chacun dans vos activités. Je suis désolé, je ne suis pas qui mette la pression, mais moi je vous parle de ce que je vois et de ce que je fais au quotidien. Et ça veut dire que chacun dans vos entreprises, de la plus petite à la plus grande, on vous regarde, mais on vous regarde de manière très attentive. Et quand je dis on vous regarde, c'est multi-regard. C'est de l'extérieur, de l'intérieur, c'est, voilà, vous avez des caméras de tous les côtés. Donc ça, c'est très important par rapport à tous ces enjeux. Moi, je peux vous dire que nous, on est totalement, on pédale tous les jours sur ces sujets, naturellement, parce que c'est aujourd'hui des enjeux majeurs. Et en fonction de ce que vous ferez comme action, la manière dont vous engagerez ces actions, avec sincérité, pas de sincérité, avec conviction, pas de conviction, les conséquences vont arriver derrière. Et là, derrière, on va parler du développement, de la croissance durable ou pas, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire comme action, ce que l'on constate, nous, avec nos clients, mais au-delà de nos clients, d'ailleurs, eh bien, je dirais, les conséquences, le prolongement va arriver, mais avec un effet d'accélération. Donc ça, je pourrais m'arrêter là, en fait, sur le constat, parce que, effectivement, là, vous dites, ça y est, le cadre est posé. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que, et là, donc, je vais développer un peu plus le sujet des leviers de performance. L'entrée, la clé d'entrée sur les risques est fondamentale. Nous, ça nous va très bien. C'est juste essentiel. Et on se pose la question, nous, en tant que financier, investisseur, banquier, comment éviter les risques? Il est clair que quand on contracte avec une entreprise, ou quand on investit dans une entreprise, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on a bien vu toutes ces dimensions, financières et extra-financières.
Est-ce que, dans notre raisonnement, on n'a pas un angle qu'on a sous-estimé, dont les conséquences seront majeures, financières, naturellement, ou de risque de réputation, ou d'image? Avec une société cotée, aujourd'hui, elle peut dévaler la pente en quelques heures. Il suffit qu'il y ait, je dirais, une annonce désastreuse, c'est le drame absolu. Alors, je ne suis pas là pour dire warning, mais ça veut dire sur des points de préoccupation, nous, en tant que financiers, que l'on regarde, et donc, ce que l'on fait avec nos équipes, l'entrée des risques, c'est quelque chose de majeur. Et ce n'est pas suffisant. Il y a l'autre volet, merci de m'avoir donné la carte aussi de pouvoir développer ces sujets, ce sont les leviers de création de performance. Et ça, c'est juste essentiel. C'est-à-dire que vous avez devant vous un terrain, mais alors formidable, avec de multiples leviers. Alors, je me suis creusé la tête, je me suis dit, bon, je vais vous parler de quoi? Bon. Alors, je vais vous parler d'un certain nombre de sujets pour vous donner des flashs, et vous en déduirez, ce dont on s'est dit tout à l'heure, qu'il s'agit vraisemblablement de leviers de performance, et ça répondra à la question, pourquoi il faut que je m'y mette à faire de la RSE, ou des actions qui relèvent de l'environnement, du social, de la gouvernance, du pilotage d'entreprise, etc. Parce qu'il y a des choses extrêmement concrètes qui nous touchent tous, telles que petite entreprise jusqu'à très grande aujourd'hui, à des degrés divers. Soit on est obligé avec la loi, soit il faut s'y mettre parce qu'il y a d'autres sujets pour lesquels on y est contraint. Premier sujet sur est-ce que on augmente la performance quand on mène des actions RSE ou autre chose. Ne nous arrêtons pas à l'acronyme RSE. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on avait failli changer. Quand on a sorti l'étude en 2018 sur la RSE et l'aventure humaine, les PME, les ETI et la RSE, et puis on s'est dit finalement, ne refaisons pas la roue, et conservons cet acronyme. Ça vaut ce que ça vaut, mais il a le mérite d'exister. Il y a eu déjà vous les connaissez sans doute, je vais aller très vite, il y a des chiffres qui circulent. C'est le rapport France Stratégie, janvier 2016. Une entreprise qui met en place des actions concrètes, portées, incarnées dans l'entreprise, allez, le chiffre est tombé, plus 13% d'augmentation de la performance globale. On parle de performance globale de l'entreprise. Pas rentabilité, etc. Performance. Vous savez très bien aussi que dans la RSE, il y a des bénéfices quantitatifs et qualitatifs. Donc tout ne se mesure pas. Donc 13%, c'est peut-être 8, c'est peut-être 15, peu importe. Mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est intéressant. Je vous renvoie aussi aux études de Goodwill Management, qui a travaillé énormément sur toutes les questions dans des univers complètement hétérogènes, des associations, des fédérations, des clubs de sport, des entreprises, qui a démontré qu'il y avait un lien entre la mise en œuvre d'actions concrètes, portées, j'insiste sur le thème porté et sincère, ce n'est pas de mettre sur le site je fais de la RSE, la vie est belle et je repeins mon mur en vert, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la cohérence des actions, alignement avec la stratégie, la cohérence des actions. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième sujet, ça ne vous a pas échappé, tous les plans de relance qui sortent. Nous, on a fait des déclarations importantes la semaine dernière avec le groupe président pour tous les plans de relance intègrent la dimension du vert, je dirais à mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan de relance sérieux, structuré, construit et costaud qui ne porte pas cette dimension du vert pour aider à la transition écologique et énergétique et la lutte contre le réchauffement. Ça, c'est quelque chose qui est ancré. Le Green Deal européen, dont les chiffres vont être arrêtés avec les enveloppes déclinées. Nous sommes concernés puisqu'on récupère, nous, beaucoup de capitaux de ces déclinaisons nationales, comme ça a été le cas pour le plan Juncker, intègre, les chiffres sont arrêtés sur les 1800 milliards, 30% sur le vert. Donc il y a une vraie volonté de Mme von der Leyen sur ces sujets. Donc, fatalement, nos économies nationales vont être touchées, et nos entreprises, et vous allez être touchés par ces sujets. Donc ça, ce sont les plans de relance. Troisième sujet que vous connaissez, c'est pour ça que je vais aller assez vite, mais simplement pour vous donner des éclairages et partager avec vous ces points de vue. La loi Pacte, avec tout ce qui s'est dit et ce qui se dit sur les sociétés à mission et la raison d'être. Aujourd'hui, toutes les entreprises, je vous prie de le croire, on a reçu une commande sympathique de Bercy qui est d'aider les entreprises dans lesquelles nous avons investi à se doter d'une raison d'être. Donc c'est important, il y a une vraie démarche aujourd'hui qui est construite autour de ces thèmes. Et ça, je pense que vous y réfléchissez et certains d'entre vous d'ailleurs s'en sont dotés et avec un projet d'entreprise à l'intérieur. L'idée, ce n'est pas qu'un comité de direction ou qu'un COMEX se mette autour de la table et sorte une phrase qui va bien pour la raison d'être.
c'est aussi que les salariés, bien sûr, participent et aient le sentiment d'en faire partie. La valorisation des entreprises, autre sujet. La valorisation des entreprises, on est sur le capital immatériel. Donc tout ce que vous connaissez par cœur, j'enfonce aussi des portes ouvertes, mais à la fin des fins, vous en déduirez bien sûr que ce sont des leviers. Aujourd'hui, une valeur d'entreprise, entre 60 à 90% de sa valeur, ce qui n'était pas le cas il y a 10, 15, 20 ans, repose sur l'immatériel. L'immatériel, donc, c'est la marque, c'est le savoir-faire des équipes, c'est la compétence, la solidité des dirigeants, c'est les partenaires, c'est tout ce que vous faites au quotidien. Donc ça, aujourd'hui, les valorisations d'entreprise intègrent cette dimension extrêmement forte. Alors, les 90% les plus sur les industries de luxe, hein, vous le savez comme moi, mais quand même, je veux dire, c'est pas du tout neutre. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le goodwill, etc., dans les ballots, mais c'est quand même pas neutre, effectivement. Alors, la crise sanitaire a eu ceci on vit dans un truc incroyable, on va pas se le redire, mais a eu ceci d'incroyable, c'est que vous avez utilisé le terme, et on est sur la résilience. Alors la RSE, c'est quoi? C'est aussi, nous, dans notre vision du monde, hein, chez BPI France, comme les transformations digitales ou autres, hein, c'est une manière pour les entreprises de progresser en résilience. La résilience, vous le savez mieux que moi, puisque dans vos industries, c'est vous encaissez un choc, et c'est votre capacité à revenir en fonctionnement normal après avoir encaissé ce choc. Alors bien sûr, on parle de la dimension économique, mais il y a la dimension organisationnelle. Et on le voit bien, chacun, je pense que dans toutes vos entreprises, on est concerné. On n'a jamais autant parlé de flexibilité du travail, hein, de télétravail. Donc il y a des réflexions aujourd'hui qui sont omniprésentes et avec des attentes de salariés qui sont énormes sur ces sujets. Sous-estimer ces attentes, c'est en tout cas notre vision aussi du sujet, je fais part de notre vision naturellement, serait une erreur. Donc on se met en ordre de bataille pour écouter, réfléchir, parce qu'on ne travaillera plus déjà aujourd'hui comme hier, et demain, ça sera encore différent par rapport à aujourd'hui. Nous, c'est notre conviction. À la vitesse avec laquelle les choses bougent, on voit très bien la manière dont la ligne se déplace, on ne peut pas en faire abstraction. Donc là, il y a un sujet de... La Banque de France, autre sujet. La Banque de France, depuis plusieurs années, je regarde mes amis généralistes avec François, avec qui on a participé à pas mal de travaux, et on suit ça de près, hein, depuis plusieurs années, travaillent sur l'impact de la dimension extra-financière. Ils sont prêts pour intégrer dans la cotation Banque de France la dimension extra-financière. Vous savez, la cotation Banque de France, ça ne concerne pas toutes les entreprises, c'est la robustesse de l'entreprise, hein, et le défaut à un an. Donc c'est ce qui est regardé par les assurances crédit, etc. C'est regardé comme le lait sur le feu. C'est ce qui va faire bouger toute la communauté bancaire. La Banque de France a intégré l'ensemble des dimensions environnementales, sociales, gouvernance dans les ratios. Il y a plus de 400 ratios extra-financiers sur lesquels ils ont travaillé. Et ils sont prêts à appuyer sur le bouton. Le gouverneur est prêt à appuyer sur le bouton. Ça, c'est aussi, je dirais, quelque chose qui vous concerne, qui nous concerne tous collectivement. Autre sujet, je vous fais un feu d'artifice de tas de sujets. Là, vous allez vous dire, au moins, il y a peut-être, voilà, dedans, je peux peut-être puiser 2-3 trucs. Allez, vous êtes entrepreneur, profession libérale, artisan, commerçant, salarié, ben on est tous des citoyens. Et là, les lignes ont changé. Ça signifie qu'avant, vous savez, c'est toute la difficulté qu'on a collectivement. Quelle est la limite entre l'entreprise et la vie civile, c'est-à-dire en dehors de l'entreprise? Et bien dans le domaine de la vie. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a une perméabilité totale entre les deux mondes. Chez soi, sa famille, ses enfants, ses amis, ses voisins, etc. On discute de quoi? Comment je me nourris, la mobilité, le climat, le chaud, la météo, ça dépend, mais c'est aussi une entrée. Mais franchement, je pense que ça vous parle. C'est-à-dire que c'est des sujets, il y a 10 ans, 15 ans, on n'en parlait pas de cette manière. On était dans des paradigmes différents. Aujourd'hui, les attentes citoyennes sont très fortes. Alors, il y en a deux que vous connaissez. Nous, on regarde ça comme le lait sur le feu. On a le doigt dans la prise de courant, je peux vous dire. C'est la Convention citoyenne pour le climat, qui a été portée par le président
qui a donné lieu à un rapport. Vous savez, c'est les 150 qui se sont réunis et ont fait tout un ensemble de, je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs, qui font partie de cette convention, hein, puisque ça a été tiré au sort. Formidable. Alors là, je peux vous dire, pas de cadeau. Hein. Ils ont scanné l'ensemble des sujets, que ce soit les sujets de transition écologique, les sujets de mobilité, tout. Donc nous, on a tout regardé de manière millimétrique dans le plan de relance pour voir si on n'était pas à côté de la plaque et si ça se parlait entre le plan de relance, le plan stratégique et la Convention citoyenne. Toujours dans le plan. Bah, oui, mais il y a des sujets sur lesquels on n'est pas concerné. C'est tellement vaste leurs recommandations. Je ne sais pas si vous avez eu le loisir de regarder, c'est très impressionnant quand même. Hein. C'est très très large. Mais nous, on sait que le gouvernement regarde ce sujet, bien sûr, aussi de manière millimétrique. Hein. C'est quand même l'émanation de citoyens d'une représentation nationale. Donc, bon, pour des élus, ça compte. Hein. Vous le savez aussi bien que moi. Autre sujet, toujours sur le chapitre citoyen. Je pense que dans certaines de vos entreprises, vous avez été amené à renseigner le manifeste du réveil écologique. Non, certains d'entre vous l'ont fait ou pas? Bon, c'est quoi le réveil écologique? C'est un groupement, c'est peu de choses, hein, de 30-35 000 étudiants. Ils ont fait un manifeste. Ils ont envoyé un questionnaire, moi je peux vous le dire, je l'ai rempli. Et j'ai séché sur certaines questions, hein, parce que c'est trapu. Et ça va très très loin. Et que disent ces étudiants? Eh bien, ce sont eux qui vont conseiller dans quelle entreprise demain il faut travailler. Donc, ils vont orienter les décisions des étudiants. Ils ne sont pas à la place des étudiants, naturellement. Mais ça veut dire qu'ils portent un peu cette vague qui est de dire telle entreprise, elle est très soucieuse des sujets environnementaux et elle mène des actions sincères et il faut travailler avec elle. Et eux, en revanche, ils vont essayer de passer votre chemin. C'est pas simple quand même à gérer, parce que pour des entrepreneurs, c'est aussi le recrutement, des talents, d'avoir aussi un renouvellement, etc. Donc ça nous oblige, au sens primaire et noble, de tenir compte de ça. C'est-à-dire pour avoir des jeunes dans nos entreprises qui sont extrêmement soucieux de ces dimensions. Moi, je peux vous dire aussi une petite anecdote. On a dans le plan climat, on a mis un plan climat extrêmement robuste sur lequel on a fait des annonces. On a créé un groupe de travail, c'est le seul groupe qui a été porté à ce stade au COMEX, ce sont les attentes des salariés pour éviter des irritants et mettre en œuvre des actions concrètes au sein de l'entreprise, des pays France. Parce qu'il y avait tellement de demandes et d'aspirations, il a fallu qu'on crée quelque chose, mais très structuré, en faisant tout remonter pour que le COMEX puisse entendre la voix des jeunes et tenir compte. Alors, on n'a pas tout fait naturellement, mais on a mis en œuvre un certain nombre d'actions. Sujet du niveau d'engagement des salariés. Moi, c'est un peu mon dada. Je l'avais dit quand on s'était vu. Vous avez vu sans doute le rapport Gallup qui mesure le niveau d'engagement des salariés. Le niveau qui mesure en fait trois choses, engagés, non engagés, désengagés. Les engagés, ce sont ceux qui n'y croient plus du tout, c'est-à-dire qu'ils sont salariés dans les entreprises. Vous les avez chez vous, et nous on les a aussi chez nous, on les a partout. Ils sont totalement désengagés. Excusez-moi, ils ont lâché pédalier. Ils n'y croient plus. Mais ils sont là parce qu'il fait froid dehors. Donc on continue quand même. Et en plus, les désengagés ne disent pas toujours du bien sur les réseaux sociaux de nos entreprises. Les non-engagés, c'est un peu le ventre mou, ce sont ceux qui sont là, ils ne poussent pas trop la charrue, ils ne disent pas trop de mal, font attention, font le job, mais ils ont des tas de passion à l'extérieur et ils se réalisent à l'extérieur. C'est-à-dire que vous ne les avez pas à 100% en termes d'intensité d'engagement dans vos entreprises. Et il y a des engagés, c'est le fer de lance, ce sont ceux qui estiment, qui font partie des sujets, qui ont envie de s'impliquer, qui donnent de leur énergie, et c'est un désastre en France. Alors, vous me direz, les pourcentages, il faut faire attention, etc. On a perdu 3 points entre 2017, à partir de 2017 et maintenant, grosso modo. On est passé de 9 à 6% de salariés engagés. Bon, même si ce n'est pas totalement chiffre, ce n'est pas très grave, mais ça prouve quand même qu'il y a des vrais sujets. Et donc, si on n'a pas des hommes et des femmes à bord qui n'ont pas le sentiment de faire partie, je dirais, du projet d'entreprise, on parlait de la raison d'être, c'est beaucoup, nous, parce qu'on a comme actionnaire l'État et la Caisse des dépôts. On fait attention quand même. Hein. Vous imaginez bien, c'est un sacré marquage short. Donc, on fait très attention, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer qu'il faut embarquer, et c'est ce qu'on dit à nos entreprises, des salariés pour qu'ils puissent faire partie de cette dynamique. Parce que sans les salariés, l'entreprise ne tourne pas, c'est pas la bouche et la prendre. Dans vos industries, vous le savez mieux que personne.
Et donc ça, c'est une dimension qui est essentielle. Et la crise sanitaire a accéléré ce mouvement. La crise sanitaire sur les demandes, les aspirations des gens dans les entreprises, leur mode de travail, la façon dont ils vont s'interconnecter, dont ils veulent travailler ensemble, participer à des sujets, faire remonter des idées. Vous savez, il y a eu des tas de sujets sur le lean, sur les, etc., pour faire davantage, mais on y est vraiment. Et là, la seule petite différence que je partage avec vous, c'est en tout cas nous ce qu'on constate, il y a un effet d'accélération. Donc voilà, alors, moi pour l'ensemble de ces raisons, alors, moi je pourrais vous dire tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on essaye de faire pour les TPE, PME, etc. Mais ce n'est pas le but de l'opération. Vous m'avez demandé aimablement de venir et de partager avec vous ces sujets. Donc je le fais. On n'est pas obligé de travailler de cocher toutes les cases. Mais quand on regarde un peu tous ces sujets, chacun d'entre eux sont des sujets massifs. Ça veut dire que si on n'est pas en capacité de s'y intéresser un peu, ou un peu plus, ou encore beaucoup, parce que derrière, il faut créer de la valeur, il faut de l'innovation, il faut donner du sens, il faut être attractif. Hein, c'est ça la RSE. C'est toute cette corbeille, c'est une espèce de résultante d'action avec des dirigeants qui sont convaincus ou obligés. Moi, ça m'est égal. Parce que ceux qui sont obligés le font quand même. C'est pas bien, mais le font quand même. Ceux qui sont convaincus, bien sûr, vont le faire mieux. Mais ils vont s'apercevoir des bénéfices de toutes ces actions. Parce que ce sont des actions concrètes. Là où on est, dans son industrie, c'est pour ça que je me suis permis de rappeler, c'est peut-être un peu déplacé, parce que vous savez beaucoup mieux que moi ce que vous faites, je dirais professionnellement, mais tous ces sujets doivent vous parler, ou un sujet au moins doit vous parler. Si vous me dites qu'il n'y a aucun de ces sujets qui me concerne, d'abord je ne crois pas. Voilà. Et puis je serais ravi à ce moment-là d'en parler avec vous. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette intervention qui ouvre le champ des possibilités. Avez-vous des questions? Je vous en prie, allez-y, bien fort. Christian Béranger, personne qualifiée, ancien directeur de Cimex, ancien président de la commission. Je ne vois pas, c'était une occasion de rappeler. Que ce soit pour la finance ou pour l'assurance, vous avez évoqué l'importance des relations avec les parties prenantes, notamment dans vos référentiels, que ce soit le vôtre ou bien sûr les entreprises. Il y a 50 ans, l'activité carrière envoyait une lettre au maire en disant « Je vais te donner » une déclaration. Depuis, l'arsenal réglementaire a considérablement évolué. Premier point, l'administration, qu'elle soit centrale ou territoriale. Le deuxième point, les ONG ont été également pendant très longtemps plutôt des associations de frein, d'opposition, grâce à des partenariats, que ce soit au niveau central ou dans les entreprises. Le regard des naturalistes a beaucoup évolué. Deuxième sujet, les ONG, et je ne parle pas des think tanks, mais vraiment des naturalistes de terrain. Ma question est la suivante sur ces parties prenantes, administration et ONG. Comment allez-vous travailler avec elles, au niveau central ou au niveau local? Et deuxième partie de ma question, tordue, ça va plus long. Quel est votre regard sur la façon dont ces structures, administration, adhèrent à ces démarches RSE? Non seulement connaissent, l'analysent, l'apprécient, mais comment elles l'intègrent éventuellement dans leur mode de fonctionnement. Les ISO 26000, ISO 14000 sont des points d'allègement dans la vérification administrative. Bon, voilà. Est-ce que ces volets ont bien été intégrés de votre point de vue et comment les avez-vous traités? Alors, Pardon. pardon. Ah oui, alors je vais donc, le parcours qui se déroulait exposé par Christian Béranger, mais donc on va se centrer la question sur effectivement comment sont pris en compte déjà les
certifications, soit ISO 14001, ISO 26000, qui peuvent exister effectivement dans nos entreprises pour répondre aux attentes des parties prenantes, notamment sur la partie enjeux réglementaires et biodiversité. Pour faire quoi? Alors, c'est pas simple. Parce que vous citez ONG, la compréhension, etc. Peut-être par les plus forts. Bon, c'est pas simple, pourquoi? Parce qu'on assiste aujourd'hui à, on dit souvent, c'est un euphémisme, le monde bouge. Et ça bouge aussi beaucoup pour ces entités. Aujourd'hui, les ONG changent de doctrine pour certaines d'entre elles. Il y a des remises en cause profondes, c'est-à-dire qu'il y a des... Si on démarre par les ONG. Les ONG, vous avez des ONG qui sont très dures, très très dures, sur certaines thématiques, qui sont dans la doctrine dure. D'autres qui sont plus consignés. Aujourd'hui, le paysage change un petit peu. Pourquoi? Parce que certaines qui étaient dans un rôle peut-être, qui avaient la dent un peu dure sur le jugement sans toujours la compréhension fine des activités, se trouvent plus dans l'accompagnement. C'est-à-dire ont un œil peut-être, je ne dirais pas bienveillant, mais plus compréhensif sur la manière dont l'entreprise va faire ses efforts. Le sujet, c'est la meilleure trajectoire possible, puisque vous connaissez bien ces sujets, c'est de les intégrer dans la démarche qu'une entreprise peut mettre en œuvre, à partir du moment où il y a vraiment des sujets en jeu extrêmement sensibles, pour montrer ce qui est en place, être dans la pédagogie, sachant qu'il y a ce changement, et c'est en cours, on pourrait en citer un certain nombre, qui modifient leur approche. Et ça, c'est vraiment central. Alors, ça n'aide pas, parce que c'était plus simple de savoir que tel était dans telle ligne, tel autre dans telle ligne, mais aujourd'hui, bon, voilà, tout ceci se décale. Donc, la relation avec les ONG, en fait, que l'on peut avoir, vous savez qu'aujourd'hui, que ce soit notamment sur le climat, je veux dire, sur lequel il y a des enjeux vraiment majeurs, il faut redoubler de pédagogie. Alors, on ne réussit jamais totalement en termes de com à le faire, parce que ce n'est pas que de la com, ça signifie c'est faire passer vraiment l'ensemble, je dirais, des travaux et les intégrer jusqu'à un certain stade, parce que vous connaissez en tant qu'entrepreneur, être trop en amont, c'est parfois difficile, donc il y a une question de timing et de bon dosage. Mais en tout cas, il faut aller au contact, il faut être dans la pédagogie, il faut l'associer à la démarche, ne pas attendre que tout soit ficelé avant de solliciter effectivement ces entités, mais les intégrer dans la réflexion. Et là, alors je ne dis pas que c'est gagnant, parce qu'il y a encore des franches sur ces sujets, mais je dis qu'il y a une meilleure compréhension des sujets. Je dis une meilleure compréhension, ce qui n'exclut pas certains chocs frontaux dans la vraie vie. Alors, côté Generali, on évalue effectivement l'approche de nos clients, je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais on est aussi un investisseur et on est aussi une société cotée. Et donc, on communique via le rapport RSE du groupe sur la façon dont on s'approprie tous ces sujets et dont on se les applique à nous-mêmes. Et on le fait par conviction, on ne le fait pas par obligation. Et donc, ça se traduit dans beaucoup de domaines, ça se traduit dans l'évolution de nos politiques de souscription de risque. Et donc, on les fait évoluer et on le fait savoir, on communique sur la façon dont ça évolue. Donc, le premier élément majeur, c'est le charbon. On a décidé de ne plus assurer d'entreprises qui touchent de près ou de loin à la filière du charbon. C'est un choix qui a été fait par le groupe. Ça, c'est sur les risques qu'on prend. Et également dans les investissements du groupe, parce que toutes les primes d'assurance qui nous sont confiées, on les investit. Donc, dans les investissements, de la même manière, les équipes d'investissement intègrent des facteurs RSE dans les investissements qui sont réalisés, avec une dimension d'investissement socialement responsable qui nous conduit, au-delà de la performance financière que je vous ai évoquée tout à l'heure, à intégrer une dimension RSE extra-financière dans nos analyses et dans nos choix d'investissement. Et puis, ce que j'évoquais sur la politique de souscription, on le fait aussi dans d'autres domaines, l'armement évidemment, l'alcool, le tabac. Donc tous ces éléments qu'on intègre, et à partir de l'opinion qu'on se forge et de la façon dont on veut se comporter, on décline dans l'ensemble des domaines de l'entreprise, dans les risques qu'on prend et dans les investissements qu'on réalise. Et on communique évidemment sur toutes les positions qu'on prend dans le rapport RSE du groupe. Donc au fil des années, à la lecture du rapport RSE du groupe, vous voyez une évolution sur le comportement socialement responsable de Generali.
peut-être, si vous me permettez aussi, pour apporter un élément, on a mis en place, donc, cette semaine, on a fait des déclarations communes avec le groupe Caisse des dépôts sur les engagements contre le réchauffement climatique et pour faciliter la transition écologique et énergétique des entreprises. On a mis en place un comité climat, non pas parce que ça fait bien, mais qui est une émanation du conseil d'administration. Parce qu'il faut qu'au niveau de la gouvernance, ce soit extrêmement porté, ces sujets, avec des personnes qualifiées, etc., et s'assurer en permanence que les engagements que l'on prend et ce que l'on fait avec nos entreprises, pas en tant que propriétaire, mais dans l'accompagnement, naturellement, est cohérent. Est cohérent dans les programmes, dans nos lignes d'action, donc cohérence de nos actions et alignement avec la stratégie. Donc il faut qu'on ait des regards externes pour s'assurer qu'on est bien dans l'axe par rapport aux grands enjeux, neutralité carbone 2050, etc., et les actions qu'on met en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne se disperse pas par rapport aux actions qu'on met en œuvre avec tout un ensemble de partenaires, l'ADEME et d'autres. Y a-t-il d'autres questions à ça, monsieur Richard? En fait, je crois qu'il y avait un bout de la question de Christian qui était aussi assez importante, mais c'est peut-être Frédéric qui pourra y répondre tout à l'heure. C'était comment les administrations peuvent-elles prendre en compte ces démarches RSE? Est-ce qu'il n'y aurait pas des simplifications à partir du moment où une entreprise met en place une démarche RSE validée par un organisme tiers indépendant? Cela prouve qu'elle a mis en place des actions sur des volets environnementaux, sur des volets sociaux. Comment on pourrait prendre en compte cette dimension de l'administration, du contrôle, par exemple? C'est l'enjeu de la RSO, c'est l'enjeu de la responsabilité sociale et sociétale des organisations. Et c'est un sujet dont on va se saisir à la plateforme RSE, on travaille beaucoup sur la responsabilité de l'entreprise, mais il y a de plus en plus d'acteurs qui demandent à ce qu'on nous intéresse à la responsabilité de tous les acteurs et qu'on s'intéresse à la notion d'achat responsable, la question des marchés, ça recouvre toute une série de leviers qui vont faire partie de nos travaux. On est en pleine réflexion là, sur les travaux à venir pour les prochaines années, mais ça fait partie des sujets de débat. Profitez-en si vous avez des questions. Adeline, pas de questions à nous rapporter? Non. Alors avant de passer à la dernière intervention, il me restait une question concernant les évaluations. Dans les rencontres que nous avons eues tant avec les organismes d'assurance que bancaires, nous avons bien compris que chaque organisme travaillait depuis plusieurs mois, voire quelques années, sur effectivement l'évaluation de nos entreprises. Et moi, ça m'amène à m'interroger sur comment se coordonner ces différentes évaluations, notamment dans le milieu bancaire, puisque si chaque organisme bancaire développe son propre système d'évaluation de ses clients, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas arriver à quelque chose d'extrêmement compliqué? Est-ce qu'il ne va pas effectivement se savoir que tel ou tel organisme est plus exigeant ou plus conciliant qu'un autre, et on ne va pas forcément atteindre le but escompté, c'est-à-dire effectivement vraiment le développement de la RSE dans les entreprises. Et est-ce qu'il y a un organisme qui va être en charge de coordonner tout ça pour qu'on parle bien le même langage? Alors, il y a déjà un premier point, c'est l'AFNOR. L'AFNOR revisite l'ISO 26000. Donc c'est en cours. Ça, on fait partie du comité stratégique, donc c'est en cours. C'est normal. L'ISO 26000, c'est un peu le couteau suisse, quelles que soient les organisations. Donc il fallait quand même revisiter le sujet. Sur le caractère de l'homogénéité des questionnaires et la manière dont c'est fait. Chaque établissement le fait à sa sauce, en fait, à son référentiel, mais qui s'inspire, ça se rejoint quand même. Vous voyez, c'est pas totalement aux antipodes. Si on prend par exemple, nous dans nos lignes métiers, on est dans des industries très différentes, comme vous l'êtes, mais dans la finance. On ne peut pas demander à un investisseur, enfin à un banquier, de passer autant de temps qu'un investisseur dans les diligences qu'il va faire pour une prise de participation ou pour un crédit. Vous voyez, c'est pas... Donc, on a adapté les questions, on est très équilibré entre l'environnement, le social, et tout ce qui a trait à la direction de pilotage des entreprises.
Donc, on a une dizaine de questions cibles pour les banquiers dans le cadre de prêt, qui rentrent effectivement, qui éclairent la décision dans les chaînes financières et qui aident à la décision automatique, parce qu'on a beaucoup de décentralisation. Pour l'investissement, là, c'est un processus beaucoup plus fouillé, où il y a effectivement tout un processus automatisé en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur et de tout un ensemble de critères. Sur la partie investissement aussi, pour répondre à votre question, dans le cadre de France Invest, qui est un peu la maison mère des sociétés de gestion d'investissement en France, il y a des travaux de convergence sur les questionnaires qui sont adressés aux entreprises et aux sociétés de gestion pour avoir finalement des éléments de définition identiques. Et ça, c'est important. Et à peu près la même granularité de questions. Donc, on a travaillé, enfin, 4 grands investisseurs de la place ont travaillé ensemble, nous, la Caisse des dépôts, Sven et Invest, pour adresser aux sociétés de gestion et aux entreprises dans lesquelles on a investi, pas prêté, un questionnaire commun. Donc, il y a vraiment des travaux de convergence, mais de là à dire il y aura juste un standard, ça ne me semble pas totalement évident. Ce n'est pas à l'ordre du jour dans les réflexions. On a travaillé d'ailleurs avec Generali, dans le cadre de l'ORS, l'Observatoire de la RSE, sur les critères RSE et ESG dans le financement et l'investissement. Donc, on a travaillé ensemble d'ailleurs dans le cadre des travaux de l'Observatoire de la RSE. Et il peut y avoir un socle commun, et c'est effectivement les travaux qu'on a réalisés ensemble. Après, on reste des sociétés concurrentes, donc c'est aussi le savoir-faire de chacun à partir de ce socle commun qui fait qu'on va se forger une opinion qui pourrait être un peu différente de celle du voisin. Alors, oui, peut-être. Nous ne sommes pas dans l'exclusion, sauf pour le charbon. On réfléchit beaucoup sur le pétrole-gaz. Nous n'avons pas beaucoup de choses sur le pétrole-gaz, pour tout vous dire. Ce n'est pas un enjeu chez nous. Mais on réfléchit. Donc, le charbon, c'est aligné dans le groupe Caisse des dépôts. On ne rentre plus en relation avec une entreprise dont le chiffre d'affaires en charbon thermique est supérieur à 10%. Ce qui est vraiment un niveau très faible. C'est quasiment rien. Et en revanche, on financera ou on investira dans une entreprise, même si ce n'est pas la championne de RSE. Pourquoi? Parce que dans notre mission, dans notre ADN, on est dans l'accompagnement. Ça signifie qu'on va faire en sorte d'accompagner cette entreprise pour aller, si c'est environnemental, dans des énergies plus sobres, etc., ou sur d'autres leviers. Donc, un plan d'amélioration. Alors, il y a des axes, il y a un plan d'amélioration, notamment dans le cadre de l'investissement, avec effectivement, dans les packs d'actionnaires, avec des lignes directrices, etc. Alors, bien sûr, ça dépend de la taille des entreprises, parce qu'il n'y a pas toujours un pack d'actionnaires qui dépend de la taille, notamment sur des très grandes sociétés du CAC, etc. Mais il y a des axes très concrets d'amélioration et un suivi qui sont faits pour la durée de la participation. Sachant que nous, on est plutôt plus long que la moyenne sur la place, puisqu'on est vraiment dans une logique d'accompagnement des entrepreneurs. Que feriez-vous pour la recherche de l'ordre idéal? Pardon? Excusez-moi. Vous avez évoqué le charbon, mais vous n'évoquez pas l'armement. Y a-t-il des activités pour lesquelles il y a des... Écoutez, nous, on a des situations très particulières, oui. Même si c'est géographiquement localisé. La recherche de l'or en France ne pose pas tant de problèmes que ça, mais dans des cas très particuliers, est-ce que vous avez des points d'exclusion aussi, sans être systématique comme Non, mais vous avez raison de poser la question parce que d'abord, nos doctrines sont publiques. Vous pouvez tout à fait les regarder sur le site, etc. On n'a pas fait une liste, si vous voulez, dans les exclusions que nous avons. Il y a bien sûr des exclusions, je dirais, officielles en matière d'armement, etc. Mais on peut très bien avoir le cas, vous savez que nous, on a des fonds avec la DGA, des fonds de défense. Pourquoi? Parce que c'est la politique de la République française. Et on peut très bien avoir une entreprise qui a des savoir-faire, par exemple, technologiques, de guidage, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas fatalement de l'armement, ça peut servir aussi à du civil. Et qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on va leur dire non, parce que derrière, il y a des emplois aussi. Vous voyez? Donc, il y a un savoir-faire parfois technologique très important qu'ils ont. Tant que ce n'est pas... disons que dans nos interdictions massives, ce sont les interdictions
totalement classique, Oslo, etc., vous connaissez. Là, de toute façon, c'est la loi, donc la loi, on l'applique, hein, on ne la valorise pas, on applique la loi, hein, donc c'est de la compliance. Sur des cas que vous citez, mais il peut y en avoir d'autres, hein, on a eu des réflexions sur les jeux, sur tout un ensemble de choses, en fait, vous avez raison d'aborder la question. On se pose la question, c'est-à-dire que tout n'est pas écrit fatalement, parce que sinon ça serait un bottin énorme sur tous les cas de figure, mais notre guideline est quand même d'accompagner soit des entreprises vers de meilleures pratiques, dans le cas environnemental, vers des énergies plus sobres, hein, et on s'y emploie, on a des cas très précis en tête. Et si on a des entreprises qui, manifestement, compte tenu de leur activité ou d'un manque de volonté flagrant, je dirais, de s'améliorer ou d'avoir des pratiques qui soient acceptables au regard des enjeux qu'on a cités tout à l'heure, on n'entre pas en nation. Donc, ça se fait de cette manière. Parce que derrière, vous savez très bien que quand on a un actionnariat État et Caisse des dépôts, la réputation, le risque d'image, etc., est hypersensible et on ne peut pas se permettre de faire des choses qui ne seraient pas acceptables.